Mantatchev lui-même n'échappe que de justesse à un de ses pogroms. En 1885, il a formé à Bakou un jeune ingénieur arménien qui jouera un rôle capital dans la saga du pétrole, Calouste Gulbenkian. Dès l'origine, des Suédois, les frères Nobel, fils du célèbre inventeur, se sont intéressés au pétrole russe. Ils ont acquis d'énormes concessions à Bakou et créé sur place leur propre raffinerie. Leur gisement, où ils s'efforcent d'assurer à leurs ouvriers des conditions de vie acceptables, compte très vite parmi les plus prospères du Caucase. Dans leur raffinerie, ils traitent le brut qu'ils produisent ou achètent, mais aussi celui de tous leurs concurrents. Alfred, le chimiste de la famille, a en effet mis au point un procédé efficace pour débarrasser le pétrole russe de son soufre. Reste à acheminer leur production. En multipliant les pots de vin, les Nobel ont réussi à accaparer la totalité des wagons-citernes disponibles en Russie. Ils font alors construire un oléoduc qui relie Bakou au terminus de la voie ferrée où on charge le pétrole sur leur train. Après quoi, il est transporté par rail du Caucase à Riga sur la Baltique, puis de là jusqu'en Suède, à travers les 5000 km de l'immense empire russe. Vers la fin du siècle, deux des frères Rothschild de Paris débarquent au Caucase où ils ont, eux aussi, acquis des gisements. Pour briser le monopole des Nobel, ils financent la construction d'une voie ferrée reliant Bakou au port de Batoum sur la mer Noire. Leur brut y est chargé sur des pétroliers et transporté jusqu'à leur raffinerie de Trieste. Ce trajet raccourci, jamais bloqué par le terrible hiver russe, représente un tel gain de temps et d'argent que les Nobel eux-mêmes en seront réduits à l'utiliser en échange d'actions cédées aux Rothschild. Dès 1885, la Russie exporte annuellement vers l'Europe 10 millions de tonnes de pétrole qui concurrencent dangereusement celui de la Standard Oil. Mais les Rothschild lorgnent le marché asiatique, chasse gardée exclusive de Rockefeller. Leur agent à Londres y contacte les frères Marcus et Sam Samuel, deux richissimes importateurs de nacre qui affrètent régulièrement des navires pour l'Extrême-Orient. L'Angleterre victorienne, en effet, nourrit une passion pour les coquillages exotiques. En 1891, Marcus Samuel devient l'agent général de la Bitno, le consortium pétrolier des Rothschild en Russie. Désormais, les cargos des Samuel embarquent au passage du pétrole russe destiné à l'Asie où les deux frères contrôlent des dépôts et un réseau commercial. La même année, les Samuel mettent en chantier 9 vrais pétroliers. Et en 1892, l'un d'entre eux, le Murex, jaugeant 5010 tonnes, franchit le canal de Suez chargé de pétrole russe à destination du Japon. Pour la première fois dans l'histoire, un tanker transite par le canal. La Standard Oil a vainement remué ciel et terre pour lui en faire refuser l'autorisation. Comme emblème de leur flotte, les Samuel ont choisi le coquillage qui a fait leur fortune. Ainsi naît la Shell. Les Rothschild ne pouvant lui fournir tout le pétrole dont il a besoin, Marcus Samuel acquiert des concessions dans l'île de Bornéo. Il n'est pas le premier en Indonésie. 2 ans plus tôt, à Rotterdam, en Hollande, une petite société s'est créée pour la prospection et l'exploitation du pétrole sur la côte est de Sumatra. Elle deviendra un jour la puissante Royal Dutch Petroleum. Son fondateur, August Kessler, fait aussitôt entamer les forages. En 1892, après des débuts décevants, sous un climat terrible, le pétrole jaillit enfin. Kessler construit un pipeline et une raffinerie dont il écoule la production sur le marché asiatique, s'attirant lui aussi les foudres de la Standard Oil. En 1896, Kessler engage comme directeur des ventes un comptable de 30 ans qui travaille depuis 1888 dans une banque hollandaise d'Indonésie et va révéler un sens génial des affaires, Henri Deterding.
En 1900, miné par le climat et une série d'échecs, Kessler meurt. Il a confié la direction de sa société à Deterding. Les Rothschild, qui ont jaugé celui-ci, acquièrent 10% des parts de la Royal Dutch. Entre-temps, de son côté, Marcus Samuel a mis en production sa concession à Bornéo et bâti une raffinerie à Balikpapan. De plus en plus gêné par cette concurrence, Rockefeller lui fait une offre de rachat en 1897. Samuel la refuse. Il fonde la Shell Transport and Trading Company, dont il garde un tiers des parts. En 1902, la Shell possède une flotte de 30 pétroliers. Mais cette apparente prospérité masque de graves difficultés. En 1900, Samuel a passé contrat avec la Gulf au Texas qui s'engage à lui livrer annuellement 100 000 tonnes de pétrole pendant 20 ans au même prix. La Gulf ne peut tenir parole, le contrat est résilié. Pour Samuel, en train de disputer le marché allemand à Rockefeller et à Deterding, c'est un désastre. D'autant qu'il perd aussi beaucoup d'argent avec ses puits de Bornéo. Le pétrole qu'il en tire, trop chargé en soufre, est impropre à la fabrication du kérosène pour l'éclairage. En 1903, Samuel doit s'associer à l'Asiatic Petroleum, un réseau de distribution créé par Deterding et les Rothschild pour faire front sur le marché asiatique au dumping effréné de la Standard Oil, résolu à en évincer tous ses concurrents. Élu Lord Mayor de Londres, Marcus Samuel néglige de plus en plus ses propres affaires. La Shell perd le marché allemand. La Standard Oil durcit la lutte, inonde l'Asie et l'Europe de surplus américains bradés à vil prix. En 1906, Samuel tente de traiter avec Rockefeller. Ils ne peuvent s'entendre. Aux abois, l'ex-maire de Londres est forcé d'accepter les dures conditions de Deterding. Pour la pâter, celui-ci lui offre de lui racheter la moitié de ses parts, une demi-fois plus cher qu'elle ne cote en bourse. Mais il lui refuse tout délai de réflexion. Samuel se soumet. En 1907, les deux sociétés fusionnent sous le nom de Royal Dutch Shell Company. 40% des parts vont à Samuel et aux propriétaires anglais de l'ex-Shell, 60% la part du Lion, aux Hollandais de l'ex-Dutch et notamment à Arthur Kessler, fils de son fondateur. Les bilans de chaque société ont montré que la groupe Royal Dutch allait apporter à la combinaison 60% des bénéfices, le groupe Shell 40% des bénéfices. Deterding a dû demander la permission des Rothschild à Paris pour cette combinaison. Les Rothschild avaient 10% des titres Royal Dutch, mais ils ne voulaient pas être nommés. Après la fusion, Deterding s'ingénie aussitôt à imposer sa seule autorité au sein de la Royal Dutch Shell. Il a sûrement été le plus intelligent et le plus rusé de tous les magnats du pétrole. Il avait une connaissance des marchés mondiaux que Marcus Samuel ne possédait pas. Deterding va bientôt recueillir les fruits de sa géniale combinaison. L'année précédant la fusion, Marcus Samuel a acquis d'importants intérêts en Roumanie, où depuis des générations, les paysans de Ploesti extraient du pétrole artisanalement. Les premiers, les Allemands de la Deutsche Bank, vont entreprendre l'exploitation industrielle de ces gisements. En 2 ans, Deterding les supplante et fait de la Royal Dutch Shell le premier producteur roumain. Deterding projette alors de fonder avec la Deutsche Bank et les Rothschild la première multinationale du pétrole. Il rêve même d'y associer la Standard Oil. Un tel cartel dicterait ses lois sur le marché mondial du pétrole. Mais Rockefeller craint que cette entente où les Européens seraient majoritaires soit un cheval de Troie conçu par Deterding pour pénétrer sur ses propres chasses gardées.